Roman Polanski. Un nom qui évoque à la fois l'extase cinématographique et le malaise moral. Né en 1933 à Paris de parents juifs polonais, il échappe miraculeusement à l'Holocauste en se faufilant, enfant famélique, hors du ghetto de Cracovie. Il verra sa mère disparaître à Auschwitz, son père revenir d'un camp les yeux morts. Ce traumatisme primitif façonnera chaque plan, chaque réplique, chaque ombre dans ses films. Quand l'Europe saigne encore de ses blessures, Polanski trouve refuge dans l'art. Il se forme à Łódź, une école polonaise de cinéma réputée, et réalise des courts-métrages étranges, imprégnés de symbolisme et de noirceur. Sa signature, l'angoisse, la paranoïa, la fatalité. Très vite, la France, puis Hollywood, s'arrache ce jeune prodige qui ose filmer ce que d'autres n'osent même pas nommer. Le couteau dans l'eau le propulse sur la scène internationale. Répulsion, cul-de-sac, puis Rosemary's Baby installe sa réputation de maître du malaise. Mais derrière la caméra, l'homme n'est pas moins complexe. Séducteur insatiable, il collectionne les conquêtes, souvent très jeune. Ses amours sont instables, éphémères, et toujours éclaboussés par la tragédie. Sharon Tate, l'amour de sa vie, l'étoile montante de Hollywood, est massacrée par la secte de Charles Manson alors qu'elle porte leur enfant. Cette nuit de 1969 entra à jamais Polanski. Certains disent qu'après la mort de Tate, il n'a plus jamais eu de limite. Malgré le drame, il refuse de sombrer. Il travaille encore plus dur, plus vite. Hollywood le réaccueille, car Polanski rapporte de l'argent et du prestige. En 1974, Chinatown devient un mythe instantané. Nicholson, Huston, Dunaway, tous brillent sous sa direction. Mais dans les coulisses, Polanski vit déjà dans un monde parallèle, fait de fêtes clandestines et de jeunes filles invitées à poser pour lui. Personne ne veut vraiment voir la vérité. Il est le génie tourmenté, le survivant de la Shoah, le veuf inconsolable. Lui-même joue de cette image pour gagner l'indulgence d'un système hollywoodien prêt à tout tolérer au nom de l'art. Pourtant, en mars 1977, tout s'écroule. Une séance photo chez Jack Nicholson tourne au cauchemar pour Samantha Gailey, 13 ans. Polanski la drogue, la viole. À cette époque, l'affaire fait déjà trembler les studios mais reste contenue. Le procès débute, traînant sur plusieurs mois, ponctué d'arrangements entre avocats et rumeurs de corruption. Polanski plaide coupable pour éviter le pire, mais la sentence surprise du juge l'effraie, prison ferme. Une nuit, sans prévenir, il saute dans un avion pour Londres puis Paris. Depuis, il n'est jamais revenu sur le sol américain. Pendant que la justice le traque, l'Europe lui ouvre les bras. En France, il tourne Tess, puis plus tard Le Pianiste, qui lui vaut l'Oscar du meilleur réalisateur en 2003. Ironie cruelle, l'Amérique qui l'a banni célèbre son œuvre à distance, tout en ignorant les cris de la victime, devenue adulte mais jamais vraiment libérée du poids de ce qu'elle a subi. Polanski Devise. Ses soutiens invoquent la séparation entre l'homme et l'artiste, sa contribution au 7e art, sa survie miraculeuse à l'horreur nazie. Ses détracteurs hurlent à l'injustice, pointent le système complice, rappellent qu'aucune œuvre ne devrait absoudre un crime. Au fil des décennies, d'autres accusations émergent. Plusieurs femmes témoignent de faits similaires, jamais jugés mais toujours étouffés par les avocats et les contrats confidentiels. Pourtant, Polanski reste actif, presque intouchable. Ses films continuent de sortir, salués par la critique, boycottés par une partie du public. À chaque festival où il apparaît, une tempête médiatique éclate. Certains collègues le défendent, d'autres fuient toute association avec son nom. En 2019, il reçoit un César controversé pour J'accuse. L'équipe féminine de la cérémonie quitte la salle en signe de protestation. Roman Polanski est ainsi devenu une énigme vivante, un symbole de l'impunité, un artiste adulé, un fugitif protégé. Derrière les sourires polis et les discours sur la présomption d'innocence, le monde du cinéma porte encore la tâche de sa fuite. Ce que peu savent, c'est que Polanski n'a jamais cessé d'affirmer qu'il était la véritable victime. De la presse, de l'opinion publique, d'un juge incompétent, d'une Amérique hypocrite. Dans cette histoire, rien n'est simple, tout est trouble. Entre chef-d'œuvre et chambre d'hôtel verrouillée, entre tapis rouge et convocation judiciaire, Polanski incarne l'ambiguïté suprême de notre époque. Peut-on aimer une œuvre créée par un homme que l'on déteste? Ou pire, peut-on continuer à l'admirer quand on sait? Nous sommes sur le point de dérouler le fil de cette vie où la lumière et l'ombre se confondent jusqu'à se dévorer mutuellement. Accrochez-vous. La suite révèle ce que beaucoup préfèrent taire. Personne ne s'attendait à ce que le génie derrière Le Pianiste devienne l'un des fugitifs les plus célèbres du cinéma. Bien avant qu'il ne décroche l'Oscar que tant d'autres convoitaient, Roman Polanski avait déjà enterré un secret nauséabond sous les paillettes d'Hollywood. À Hollywood, tout le monde savait,
Mais personne ne parlait. Le scandale avait éclaté une première fois en 1977, quand une soirée, soi-disant banale, a viré au cauchemar pour une adolescente de 13 ans. Le reste, on le murmure encore dans les couloirs sombres des studios. Viol, drogue, procès bâclé, fuite organisée. Mais qui est vraiment Roman Polanski? Victime ou bourreau? Génie torturé par un passé de survie dans le ghetto de Cracovie, ou prédateur caché sous le vernis de l'art? À chaque récompense qu'il recevait, une partie du monde applaudissait, l'autre se révoltait. Comment un homme peut-il réaliser Chinatown, chef-d'œuvre du film noir, tout en vivant dans la peur d'être extradé? Cette dualité le rend fascinant et insupportable à la fois. Aujourd'hui encore, malgré ses 90 ans et ses cheveux argentés, le spectre de ce soir-là poursuit Polanski comme une ombre collée à sa silhouette. Derrière chaque tapis rouge qu'il foule, il y a cette question. Pourquoi l'a-t-on laissé fuir? Pourquoi lui, plus qu'un autre, a-t-il pu échapper à la justice? Dans cette vidéo, nous allons plonger sans tabou dans l'abîme d'un génie qui, pour certains, n'a jamais payé pour ses crimes. Vous croyez tout savoir? Attendez de découvrir ce qu'on ne vous a jamais dit. Au commencement, Roman Polanski n'est qu'un enfant au regard trop grand pour ses joues creuses. Dans le ghetto de Cracovie, il apprend à fuir, à se dissimuler, à survivre dans les interstices de la peur. Cette enfance fugitive sera son unique bagage lorsqu'il entrera dans le monde du cinéma. À Lodz, ses professeurs disent qu'il n'a pas besoin de dialogue. Ses images suffisent à hurler l'indicible. Ses premiers courts-métrages intriguent la Pologne d'après-guerre. Avec Le couteau dans l'eau en 1962, il s'invite à Venise et bouleverse le cinéma européen. À 30 ans à peine, il fascine déjà. On l'appelle l'enfant terrible de l'Europe de l'Est. Paris le réclame, puis Hollywood. Polanski traverse les frontières comme un passe-muraille, se glissant d'un plateau à l'autre, parlant toutes les langues, séduisant tous les financiers. À Hollywood, le jeune Polanski est un ovni, petit, nerveux, à l'humour noir tranchant. Il est capable d'ordonner à une actrice de pleurer pendant 12 heures sans pause pour une prise parfaite. Sharon Tate, actrice montante, tombe follement amoureuse de lui sur le tournage de The Fear le Vampire Killers. Le couple devient le symbole du glamour des années 60, à égalité avec Liz Taylor et Richard Burton. Mais le conte de fées tourne au cauchemar. Le 9 août 1969, alors que Polanski est à Londres pour préparer un nouveau projet, la famille Manson envahit la villa qu'il partage avec Sharon à Los Angeles. 5 personnes sont assassinées, dont Sharon, enceinte de 8 mois. La scène est si atroce que même les policiers en sortent blêmes. Polanski, en apprenant la nouvelle, sombre dans un silence mortifère. Il dira plus tard que cette nuit-là, une part de lui est morte avec elle. Pour échapper à la douleur, il se réfugie dans le travail. Mais quelque chose a changé. Ses films deviennent plus sombres, plus fiévreux. Macbeth, 1971, transpire la trahison et le sang. Chinatown, 1974, revisite le film noir avec une noirceur presque prophétique. Le succès est total. Polanski est encensé par la critique, fêté dans les soirées les plus fermées de Beverly Hills. Mais déjà, des rumeurs courent. On chuchote qu'il fréquente des mineurs, qu'il organise des séances photos privées pour des adolescentes. En mars 1977, tout bascule. Samantha Gailey, 13 ans, pose pour lui chez Jack Nicholson. Vin, drogue, jacuzzi. Ce qui se passe cette nuit-là reste longtemps un tabou dans l'industrie. Polanski est arrêté, inculpé pour viol sur mineur. Les tabloïds se déchaînent. L'opinion se divise. Génie incompris ou monstre démasqué. Pendant le procès, Polanski joue de tout son charme. Il plaide coupable pour un chef d'accusation allégé, espérant un arrangement. Mais au dernier moment, le juge change d'avis et menace de le condamner à 50 ans de prison. Panique. Dans la nuit du 1er février 1978, Polanski s'envole pour Londres, puis Paris, profitant de sa double nationalité pour échapper à l'extradition. Pour la première fois, Hollywood réalise qu'il ne reviendra plus. La presse européenne le transforme en martyr, victime d'un procès-spectacle, artiste persécuté. À Paris, des intellectuels signent une pétition pour dénoncer le lynchage judiciaire. Loin de l'Amérique, Polanski relance sa carrière. Tess, 1979, est un triomphe. Dans les coulisses, il vit sous tension. Chaque voyage à l'étranger peut signifier une arrestation. En 2009, à Zurich, la police suisse le cueille à sa descente d'avion pour un prix honorifique. L'affaire fait la une. Après des mois de détention, il est libéré sous caution et rentre en France, intouchable grâce à la protection de la loi française. Pourtant, l'ombre s'allonge. Les années 2010 voient renaître le mouvement MeToo. D'autres femmes prennent la parole.
elles décrivent le même scénario, parfois sur plusieurs continents. Polanski nie tout, se dit victime d'un acharnement orchestré par Hollywood pour étouffer ses vérités. Ses soutiens se raréfient, mais ses films continuent de rafler des prix. Le pianiste en 2002, J'accuse en 2019 à chaque triomphe, une vague de colère submerge les réseaux sociaux. Des cinéastes qu'il avait lancés se détournent. Des festivals annulent ses invitations. Mais rien ne l'arrête vraiment. Pour lui, le cinéma reste son refuge et son arme. « Je continuerai à filmer tant que je vivrai », dit-il à ses rares confidents. Dans ses interviews, il joue le vieillard fatigué, persécuté par un passé qu'il considère soldé. Pour le public, cette fuite perpétuelle nourrit une fascination trouble. Comment un homme peut-il échapper si longtemps à la justice? Pourquoi des producteurs acceptent-ils encore de le financer? Certains avancent que sa mort seule mettra fin à cette fuite, car aucun tribunal ne l'a jamais jugé définitivement. De l'enfant survivant au maître du suspense, du mari endeuillé au violeur présumé, Roman Polanski incarne à lui seul la contradiction d'une époque, celle qui acclame un génie tout en condamnant l'homme. Et dans le secret de ses villas fortifiées, Polanski regarde ses films, convaincu qu'ils le sauveront toujours de ses démons. Un secret finit toujours par remonter à la surface, même quand on le noie sous les trophées et les applaudissements. Pour Roman Polanski, ce secret porte un nom, un âge, un visage qui n'a jamais cessé de le hanter. Samantha Gamer, née Gailey. Des décennies après cette nuit de mars 1977, elle racontera son histoire dans un livre, The Girl, A Life in the Shadow of Roman Polanski. Une confession étouffée trop longtemps, il a détruit mon enfance. Mais la société, elle, a détruit mon adolescence. Au fil du temps, la version de Polanski évolue. D'abord, il nie. Puis il minimise. Il se présente en victime de la moralité américaine, de la pruderie hypocrite, lui, l'artiste européen au-dessus des lois bourgeoises. Un soir, lors d'un dîner à Paris, un témoin rapporte qu'il aurait lâché un verre de vin à la main. L'Amérique aime les monstres tant qu'ils rapportent gros. Ses rires, ce soir-là, ont glacé la pièce. Derrière les caméras, certains collaborateurs racontent un Polanski paranoïaque, contrôlant tout. Sur le tournage du pianiste, il se confie à Adrien Brody, « Je suis un fantôme. Si je reviens aux États-Unis, je disparais pour toujours. » Mais le plus troublant est que Samantha, sa victime, a fini par lui pardonner publiquement. « Je ne veux plus vivre dans la haine. Qu'on me laisse tranquille », répète-t-elle à chaque interview. Pourtant, la justice, elle, ne pardonne pas. Chaque président américain reçoit une pétition pour extrader le fugitif. Chaque tentative échoue face à l'inertie politique et à la résistance diplomatique française. Dans l'intimité de ses villas suisses ou de son appartement parisien, Polanski vit une liberté en cage. À chaque festival, il négocie des allers-retours discrets. Il refuse les États-Unis, évite le Royaume-Uni, se méfie de la Suisse depuis son arrestation de 2009. Il reste cependant une figure publique, accueilli par certains cercles parisiens comme un monstre sacré. Ces acteurs, parfois, avouent leur malaise. Faye Dunaway, après Chinatown, confie qu'elle a senti une ombre glaciale derrière l'homme brillant. Jack Nicholson, chez qui le drame de 1977 s'est déroulé en son absence, ne commente plus jamais Polanski en public. Même sa fidèle Emmanuelle Seigner, épouse depuis 1989, se bat pour défendre son mari tout en portant le fardeau de ses fantômes. Lorsque le mouvement MeToo émerge, Polanski devient le symbole d'un passé à abattre. Des festivals, dont Cannes, hésitent à le programmer. Des protestations éclatent lors de ses projections. Lorsqu'il remporte le César du meilleur réalisateur en 2020 pour J'accuse, la salle se fracture, applaudissements d'un côté, huées de l'autre. Florence Foresti, maîtresse de cérémonie, quitte la scène, félicitations au pédophile de l'année. Cette gifle médiatique restera gravée comme le plus grand affront de sa carrière tardive. Mais le plus saisissant est que Polanski continue d'affirmer son innocence morale. Pour lui, tout est affaire de contexte, d'époque, de vengeance judiciaire. Dans une interview à Paris Match en 2019, il déclare « Je ne peux pas changer mon passé, je n'ai rien à avouer. J'ai payé. » Ces mots sont un écran de fumée. La loi, elle, dit le contraire. Des journalistes fouillent encore dans ses archives. D'autres témoignages apparaissent. Des jeunes femmes décrivent un schéma identique. La presse les nomme à peine, car aucune plainte n'aboutit. Les avocats règlent tout discrètement, parfois pour des sommes astronomiques. À Hollywood, beaucoup savaient, personne ne parlait. La machine à Oscar broie les scandales plus vite qu'elle ne les révèle. Et pourtant, malgré tout, Roman Polanski reste Polanski. Quand on l'interroge sur la peur de finir ses jours en prison, il sourit. Un ami proche révèle
Roman ne croit pas à la prison pour lui. Il croit qu'il mourra avant, et que son œuvre sera plus forte que son crime. Un pari glaçant, mais jusqu'ici, il le gagne. Dans cette histoire, les médias jouent un rôle ambigu. Une partie continue de célébrer l'artiste, l'autre le diabolise. Sur les plateaux télé, on débat encore. Faut-il séparer l'homme et l'œuvre? Des critiques de cinéma avouent, La Voix tremblante, Le pianiste est peut-être le plus beau film de guerre jamais tourné. Mais à chaque visionnage, je revois la fillette de 13 ans. Roman Polanski vit aujourd'hui dans l'ombre de lui-même. Ses cheveux blancs ne trompent personne. L'enfant du ghetto, l'amant meurtri, le violeur en cavale, le réalisateur oscarisé, toutes ses identités cohabitent, se déchirent, le poursuivent comme ses propres fantômes. Il tourne encore, à 90 ans passés, persuadé qu'à sa mort, tout sera pardonné. Mais pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui ont souffert, pour ceux qui refusent d'oublier, l'ombre reste plus lourde que la lumière. Et Hollywood, malgré ses scandales successifs, n'a jamais su répondre à une question simple. Pourquoi l'a-t-on laissé fuir si longtemps? Roman Polanski est une figure aussi fascinante que controversée, un personnage complexe qui divise profondément notre regard et notre jugement. Il est indéniable que son apport au cinéma est immense. Ses films, de Rosemary's Baby à Le pianiste, ont marqué l'histoire du 7e art par leur puissance visuelle, leur atmosphère oppressante et la sensibilité troublante qu'ils dégagent. Peu de réalisateurs ont su autant mêler la beauté et l'horreur, le sublime et le dérangeant, avec un tel génie narratif. Cependant, derrière cette admiration artistique se cache une réalité sombre et douloureuse que nous ne pouvons ignorer. Roman Polanski est aussi un homme qui a fui la justice après avoir été reconnu coupable d'un crime grave. Sa fuite, prolongée pendant des décennies, interroge sur l'impunité dont certains peuvent parfois bénéficier, en particulier lorsqu'ils occupent une place de pouvoir et de prestige. Notre chaîne croit fermement que l'art ne peut pas être dissocié complètement de l'homme qui le crée, surtout quand ce dernier porte une lourde responsabilité morale. Admirer l'œuvre de Polanski, c'est aussi devoir affronter ce dilemme. Comment continuer à apprécier un génie dont le passé est entaché par des actes condamnables? Nous constatons également que le silence ou le refus de justice nourrit un sentiment d'injustice profond, non seulement pour les victimes, mais aussi pour la société tout entière. L'histoire de Polanski révèle à quel point les frontières entre le pouvoir artistique, l'argent et la loi peuvent être fragiles, voire poreuses. Elle invite à une réflexion plus large sur la manière dont le monde du spectacle traite les abus et protège ses propres icônes. Il est aussi essentiel d'écouter les voix des victimes, comme Samantha Gamer, qui ont courageusement brisé le silence. Leur combat est un rappel constant que la célébrité ne doit jamais servir de bouclier contre la justice. Nous souhaitons ici ouvrir un espace de dialogue avec notre audience. Quel est votre avis sur Roman Polanski? Pensez-vous que son œuvre mérite d'être célébrée indépendamment de son passé? Ou croyez-vous que les actes doivent primer sur le talent, exigeant un rejet total? Votre opinion compte, car ces questions concernent bien plus que l'histoire d'un homme. Elles touchent à notre conception collective de la justice, de la mémoire et de la responsabilité. N'hésitez pas à partager vos impressions et réflexions. Nous sommes là pour écouter, débattre, comprendre. Roman Polanski reste une légende du cinéma, un mythe vivant au cœur d'une controverse qui ne cesse de nourrir les passions. À travers cette histoire, notre chaîne vous invite à plonger au-delà des apparences, à questionner ce que vous savez, et peut-être à découvrir des vérités que l'on préfère souvent ignorer. Certaines histoires ne devraient jamais être révélées. Pourtant, désormais, vous connaissez celle de Roman Polanski, ce réalisateur au génie incontestable, mais à l'ombre d'un passé que beaucoup préfèrent oublier. Ce secret enfoui sous les projecteurs, entre triomphe et scandale, continue de résonner comme un écho lancinant dans les couloirs du cinéma. Son héritage est à la fois lumineux et ténébreux. Les chefs-d'œuvre qu'il nous a laissés resteront gravés dans l'histoire du cinéma, source d'émotions intenses, de réflexions profondes. Mais il porte aussi la marque indélébile d'une vie brisée, d'une justice fuyante, d'un silence pesant. Roman Polanski incarne cette dualité qui fascine autant qu'elle dérange. Celle d'un homme capable de créer de la beauté tout en étant éclaboussé par la noirceur de ses actes. Son parcours, mêlé de gloire et de fuite, nous rappelle que le génie ne suffit pas à effacer les ombres qui nous habitent. Alors que le temps passe, la question demeure suspendue dans l'air. Comment juger un homme quand son œuvre semble parler à la fois pour lui et contre lui? Comment concilier admiration et réprobation? Ces questions n'ont pas de réponse facile, et peut-être n'en auront-elles jamais. Mais une chose est certaine, connaître cette histoire, c'est détenir une clé pour comprendre non seulement un homme, mais aussi une époque, un système, une culture qui parfois ferme les yeux sur les travers de ses idoles. Et vous, aujourd'hui, que retenez-vous de cette révélation? L'artiste ou l'homme? Le chef-d'œuvre ou la faute? La lumière ou l'ombre? Dans l'histoire du cinéma, comme dans la vie,
il y a des vérités que l'on préférerait ignorer. Mais désormais, vous savez. Certains secrets n'étaient pas faits pour être découverts. Mais maintenant, vous les connaissez.